Merci de nous choisir pour vous informer à la une ce soir. Ouverture ce mardi au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa de la 10e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF. C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Enfin, traçabilité des ressources minières en RDC, la première ministre Judith Suminwa a ouvert ce mardi le dialogue national sur la gouvernance minière. Ces travaux de 3 jours se tiennent au chapiteau du Pullman Kinshasa. C'est tout pour les titres. Je le disais en titre ouverture ce mardi au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone des libre-échange continentale africaine. À cette occasion, le président de la République a affirmé que pour la République démocratique du Congo, les CAF, eh bien, plus qu'un accord commercial, elle est une opportunité historique de réaliser notre vision de développement. On écoute les chefs de l'État. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité au cœur de notre continent, accueille aujourd'hui, pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAf en 2018, le Conseil des ministres en charge du commerce. L'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en levier de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Ensemble, nous pouvons construire des chaînes de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place et offrir à nos populations des opportunités d'emploi et de prospérité. La ZLECAf n'est pas une simple initiative économique. Elle est l'un des piliers de l'agenda 2063 de l'Union africaine, cette vision audacieuse d'une Afrique que nous voulons. Une Afrique intégrée où le commerce intra-africain, aujourd'hui à moins de 20% de nos échanges, devient le moteur de notre croissance. Une Afrique où nos jeunes ne se tournent plus vers des horizons lointains pour chercher des opportunités, mais qui trouvent ici, sur notre sol, les moyens de réaliser leurs rêves. La première ministre Judith Suminwa a ouvert ce mardi le dialogue national sur la gouvernance minière dans le contexte des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs au chapiteau des Pullman Hôtel. Ces assises initiées par le comité des crises en RDC, une dynamique portée par les leaders de la société civile, se tiennent aux côtés des institutions du pays pour dire stop au pillage des ressources naturelles du pays et aux atrocités commises par les ennemis de la République démocratique du Congo sur les populations congolaises. La suite en images et en commentaire. Ces assises de 3 jours visent à offrir un cadre d'échange à toutes les parties prenantes du secteur minier sur les défis de la gouvernance minière à l'est de la RDC depuis la résurgence des conflits armés.
En clair, il sera question de poser le diagnostic sans complaisance des défis de la gouvernance minière de la RDC suite à la résurgence des conflits armés. En tant que citoyen engagé et congolais, je pense que mon impression c'est que la société civile, en tant que de citoyen, étant conscient que la guerre qui sévit, qui touche le Congo, parce que nous voulons également corriger les narratifs, de parler de guerre de l'Est, la guerre du Congo, parce qu'en fait, sur le fond de cela qu'il s'agit en réalité. C'est de cela qu'il s'agit en fait. Pour reconstruire ce narratif ensemble avec des collègues qui sont venus ici un peu partout, donc à travers le pays, il est essentiel que nous puissions, nous, en tant que citoyens, se réapproprier cette question, l'enjeu de cette guerre, et qu'on amplifie et qu'on construise un narratif. De son côté, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a dans son intervention relevé que l'heure n'est pas à l'ignorance de la réalité actuelle alarmante en RDC, car, poursuit-il, les minerais alimentent la violence plutôt que le développement. L'avenir de notre secteur minier ne peut plus se jouer à huis clos, ni dans l'indifférence face aux souffrances qu'il engendre ou exacerbe, notamment dans l'est de notre pays, où les conflits orchestrés par le Rwanda et ses supplétifs, le M23, ces conflits liés à l'exploitation des ressources continuent de faire trop de victimes et de ravager nos communautés. Ce dialogue national marque un tournant. Il constitue une réponse collective à un impératif historique. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a eu de mots justes pour louer l'initiative du comité des crises pour la paix et la sécurité en RDC, avant d'indiquer que les conclusions issues de ces travaux seront analysées avec la plus grande attention au niveau de l'exécutif national. Nous vivons une guerre d'un autre siècle, une guerre féroce, multiforme, où la convoitise des minerais congolais alimente le chaos, sème la désolation et endeuille nos familles. Cette guerre n'est pas née d'un désaccord idéologique. Elle est le produit d'un appétit insatiable pour le coltan, pour l'or, le cuivre, le cobalt et bien d'autres trésors du sous-sol congolais. Ces ressources, qui devraient être notre bénédiction, notre moteur d'émergence, sont devenues les matrices d'un drame humain sans précédent, avec leur cortège d'exactions, de déplacements de population, de violences sexuelles, de corruption et de pillage organisé. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a pour sa part rassuré du soutien de son pays au gouvernement congolais en ce moment difficile. Et puis, il se tient à Brazzaville, capitale de la République du Congo, la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie. Cette rencontre des présidents des assemblées parlementaires et des sections d'Afrique réunit les parlementaires de toute l'Afrique pour renforcer la coopération et le dialogue au sein de la francophonie. Regardez. Prévu du 15 au 17 avril 2025 au Palais du Parlement à Brazzaville, ces assises témoignent de l'engagement en faveur de la coopération de pays francophones et du renforcement de la démocratie parlementaire sur les continents africains. La tenue de ces assises constitue aussi une étape majeure dans le rayonnement politique et diplomatique de pays africains au sein de l'espace francophone. La délégation de la République démocratique du Congo, le pays francophone le plus peuplé du monde, est conduite par les deux présidents de deux chambres du Parlement, Dalkamere et Samalou Kondé. Ils sont accompagnés de quelques sénateurs et députés nationaux. Cette rencontre de haut niveau est organisée par la section de la République du Congo de l'APF sous la présidence de M. Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, en collaboration avec le Sénat congolais et dirigé par M. Pierre Ngolo. Après la série de discours de différents intervenants, le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, Isidore Mvouba, a déclaré ouverte la 16e édition de la conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie. En attendant les résolutions et les recommandations à la clôture de ces assises, le 17 avril 2025, des travaux en commission se poursuivent à huis clos.
Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a participé ce mardi 15 avril à Brazzaville à la 16e conférence des présidents des assemblées et des sections de la région Afrique, des assemblées parlementaires de la région Afrique, des assemblées parlementaires de la francophonie. C'était sous les thèmes renforcement des capacités parlementaires, la participation citoyenne au processus législatif ou encore à la stabilité politique en Afrique francophone. La République démocratique du Congo a maintenu son économie malgré la guerre dans la partie est du pays. C'est ce qu'a affirmé le vice-premier ministre et ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba au cours du briefing presse co-animé avec son collègue ministre de la communication et médias Patrick Muyaya. Le lundi 14 mars 2025, il a indiqué que cette stabilité de la situation macroéconomique résulte de plusieurs stratégies mises en place par le gouvernement de la République et qui ont consisté notamment en la meilleure coordination des actions dans les secteurs économiques par la Banque centrale et les institutions financières. La suite en images et en commentaires. Donc, comment le gouvernement... À en croire le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, cette performance a été rendue possible grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques et à une augmentation sensible de la production locale. Malgré le contexte difficile marqué par la guerre, la stabilité du taux de change par rapport aux principales devises étrangères a pu être maintenue. Une attention particulière a été portée à l'intervention proactive de la Banque centrale du Congo sur le marché. Depuis novembre dernier, des efforts soutenus ont été déployés par l'institution pour soutenir la monnaie nationale, notamment à travers la vente régulière des titres. Ces instruments financiers ont été fortement sollicités, les demandes dépassant souvent les quantités proposées par la Banque centrale du Congo, illustrant ainsi la confiance des acteurs économiques envers les institutions financières nationales. Cette dynamique a été qualifiée des résultats d'une meilleure coordination entre les institutions concernées. Il a également été précisé qu'en dépit de cette stabilité, les dépenses publiques ont été affectées à la guerre d'agression en cours. La particularité de ce que le gouvernement et les autres intervenants dans la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la Banque centrale et les régies financières et les autres, la particularité donc de ce qui a été fait, c'est une meilleure coordination. Je vais vous donner un exemple. Ces derniers mois, depuis le mois de novembre de l'année passée, la Banque centrale fait un effort extraordinaire pour soutenir le franc congolais, pour maintenir donc la stabilité du taux de change, en intervenant sur le marché de manière régulière. Et l'intervention de la Banque centrale, comme vous le savez, prend la forme de vente de titres, les fameux bons BCC. Et ces bons BCC sont de plus en plus demandés. Il arrive souvent que ceux qui les achètent demandent beaucoup plus que ce que la Banque centrale veut vendre. Pourquoi j'insiste sur cette illustration du fait que dans le secteur économique, on a confiance dans les institutions, confiance dans la Banque centrale. À noter que la stabilité des prix des biens et services sur les marchés a été soulignée par le ministre Patrick Muyaya comme autre indicateur majeur de cette résilience économique. Grâce à une gestion concertée, la République démocratique du Congo semble maintenir le cap de la stabilité macroéconomique dans un environnement régional pourtant instable. Et la proposition relative à l'instauration de l'État fédéral en RDC portée par l'ancien président de l'Assemblée nationale de transition, Olivier Kamitatou, suscite des réactions de tous bords. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, la qualifie de distraction et la simule à la balkanisation. C'était au cours du briefing presse tenu lundi dernier. Suivez cet extrait. Permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'une arrivée qui n'est jamais arrivée, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat
comme celui-là, dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, d'exprimer une solidarité contre vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Et c'est ça l'intention cachée. C'est ça justement le côté malveillant de ces débats qui peut paraître au départ intéressant, mais en réalité qui ne l'est pas. Dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. Il n'y a rien qui n'éveille plus que ça. Et après, on peut débattre. On peut être unitaire, fédéraliste, mais dans un contexte comme celui-ci, vouloir faire un tel débat, c'est de l'indécence, tout simplement. Dans reste d'actualité, après l'échec des négociations entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 AFC à Doha, le 9 avril dernier, plusieurs questions se posent sur un éventuel rétablissement de la paix et la crise sécuritaire qui caractérise la partie est du pays. À ce sujet, le communicateur du parti politique FBC, Dénéné Nkoulou, réagit. Partons de vos questions relatives aux situations sécuritaires, à l'est de notre pays. Voici un peu mes réflexions sur les conséquences réelles de la crise sécuritaire à l'est. Il est difficile de croire que les négociations entre Kinshasa et les M23 aboutiront à une résolution durable de la crise sécuritaire. Surtout après les échecs répétés de pourparlers précédents, les conditions préalables posées par les deux parties montrent une divergence significative dans leurs attentes. Le M23 qui exige des concessions importantes, comme l'annulation des condamnations à mort et la libération de ses membres, tandis que ici à Kinshasa, le gouvernement insiste sur les retraits de rebelles des zones qui sont occupées avant d'engager des discussions politiques plus approfondies. De plus, les combats continuent dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu. Et c'est ça même qui complique encore la situation. Les offensives récentes du groupe armé, y compris le M23, montrent que la violence persiste malgré les pourparlers. Vous voyez. Donc, je pense s'il faut proposer vraiment le rétablissement de la paix dans notre pays, je pense pour établir la paix rapide, les gouvernements de Kinshasa, notre gouvernement, pourrait envisager plusieurs actions. Entre autres, les gouvernements, là je propose, doit engager un dialogue inclusif. Vous voyez, un dialogue non seulement avec les M23, mais aussi avec d'autres groupes armés et les communautés locales. Cela pourrait aider à adresser les causes profondes du conflit. Et le gouvernement devrait aussi renforcer la sécurité à l'est de notre pays. Donc, renforcer la présence de nos FARDC
dans les zones sensibles, tout en veillant à ce que les opérations militaires soient accomplies. Et en sport, pour terminer, la République démocratique du Congo a l'honneur grâce à Jean-Jacques Ndala, l'homme au sifflet de nationalité congolaise. Jean-Jacques Ndala figure parmi les 35 arbitres sélectionnés par la FIFA pour arbitrer la Coupe du monde des clubs 2025 qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis, et il est le premier Congolais à le faire. Ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Au revoir.